Salut à toutes et à tous, c'est Anna, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà quelques temps que je ne me suis pas exprimé, mais aujourd'hui on va faire une vidéo d'analyse politique avec mon regard, un regard de classe sur la situation. Et la situation, quelle est-elle? C'est celle du mouvement des Gilets jaunes, c'est celui de l'acte 8. On va essayer de le décrypter, de comprendre l'acte 8 avec ces images un peu surréalistes qu'on a pu voir, ces images insurrectionnelles entre le boxeur de Paris qui a boxé réellement et frontalement en fait un policier et puis ce chariot élévateur qui s'est enfoncé dans la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Voilà un peu quelques images de l'acte 8, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, d'essayer de voir comment aussi le gouvernement est en train de réagir, mais également d'essayer de voir les suites, l'acte 9, l'acte 10, etc., de voir quelles vont être les suites en tout cas pour le mouvement des Gilets jaunes, et puis d'essayer de pointer aussi quelques limites que moi je suis en train de voir au niveau du mouvement des Gilets jaunes, et de voir si ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui sont Gilets jaunes, ceux qui sont soutiens de Gilets jaunes, d'essayer de discuter, de dialoguer. Voilà, on va essayer de faire une vidéo dialogante pour comprendre et analyser et discuter ensemble de ce mouvement des Gilets jaunes à travers l'acte 8 et les suites. Alors on a un acte 8 qui clairement a montré l'évolution du mouvement des Gilets jaunes. Faut se rappeler tout d'abord que le mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, il est parti en fait, c'était un mouvement où on bloquait les ronds-points, on bloquait les rocades, les autoroutes. Vous vous rappelez de ces scènes, ces images où on voyait même des voitures forcer les barrages, où on voyait des Gilets jaunes qui montaient sur le toit des bagnoles, etc. Enfin voilà, le mouvement des Gilets jaunes, l'acte 1, il était celui-là, c'est-à-dire celui d'un blocage des citoyens, de ceux qui prennent leur voiture le samedi, qui vont aller faire des courses, etc. Et on voit clairement entre l'acte 1 du 17 novembre et l'acte 8, on voit clairement la transformation en profondeur de ce mouvement des Gilets jaunes. Il n'est plus le même, Et on a pu voir aussi que ce mouvement-là, à travers la mobilisation qui a été importante, parce qu'on a vu, il y avait énormément de monde sur Paris, mais il y avait aussi énormément de monde dans des grandes villes de province et même parfois dans des petites villes. Moi, je pense par exemple à Laon, à Soissons, où il y a eu énormément de personnes. Il y a eu un record également sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Clermont. Il y a eu énormément. Enfin voilà, on peut faire toute la liste des villes où il y a eu énormément de mobilisation de gilets jaunes. Parce que après l'évolution du 17 novembre, on a eu après les montées à Paris, c'est-à-dire tous les gilets jaunes à Paris. Et en fait, fondamentalement, maintenant, le mouvement des gilets jaunes, il paralyse complètement la France. C'est-à-dire qu'il ne paralyse plus que Paris le samedi. Maintenant, il paralyse la France dans sa globalité, sa totalité. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes, il va falloir faire du maintien de l'ordre, il va falloir fermer les commerces, faut comprendre l'affrontement par rapport à l'économie justement du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, à la limite, quand ça tournait pas à Paris, ça tournait ailleurs. Là, ça ne tourne plus nulle part le week-end. C'est-à-dire que le week-end, maintenant, c'est fini. Le week-end, il appartient aux gilets jaunes. Et la semaine, c'est le bloc, c'est la présence sur les ronds-points, c'est de montrer qu'on est là. Donc le mouvement a clairement évolué et cet acte 8, il a surpris tout le monde. Il a surpris le gouvernement, il a surpris les analystes politiques et puis il a surpris aussi tous ceux qui pouvaient avoir un mépris un peu du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça y est, le mouvement il s'effiloche petit à petit. Sauf que je suis désolé, mais les chiffres qu'il y a eu au moment de Noël, mais c'est Noël. Qui aurait pu penser une seule seconde qu'il était possible, dans une période de fête, de Noël, de jour de l'an, qu'il y ait encore des manifestations à 30 000, 40 000 personnes? C'est juste inimaginable. Le mouvement a montré clairement qu'il n'était pas mort, en fait. Il n'était pas mort. Et la réalité, c'est que cet acte 8, avec ce sursaut de mobilisation, il va donner un acte 9 qui va être beaucoup plus important, parce que c'est vrai que même dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a peut-être parfois, et c'est normal, il y a de la fatigue, etc. Il y a parfois du doute, on doute sur la capacité à pouvoir changer les choses. Et puis en fait, le fait d'avoir un acte 8 avec un sursaut réel comme ça, ça va remotiver en fait tous ceux qui avaient entre guillemets pas abandonné, mais qui étaient beaucoup moins présents à revenir encore plus massivement pour l'acte 9. Et on a, par rapport à cet acte 9, le Premier ministre qui nous a dit mettre une ultra-fermeté. Ultra-fermeté, il faut savoir qu'il annonce quasiment la totalité des services de police, comme on a pu le connaître lors du 8 décembre et du 15 décembre. D'accord? C'est-à-dire quasiment 85 000 policiers en France. C'est juste quelque chose, pour un gouvernement qui n'arrête pas de dire que le mouvement, il meurt, il s'effiloche, qu'il y a moins de monde. Je sais pas, moi, quand un acte 8, il y a 50 000 personnes, que tu annonces quasiment la totalité des forces de l'ordre pour l'acte suivant, c'est-à-dire
85 000 policiers. Enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi de... C'est schizophrénique limite. On ne peut pas dire d'un côté que le mouvement il n'existe plus et puis derrière dire on va mettre la totalité des forces de l'ordre. Enfin, le 8 décembre, il y avait quand même 105 des 109 compagnies de CRS. Il y avait des blindés, il y avait la totalité des canons à eau. Enfin, faut se rendre compte du dispositif répressif que essaye de mettre en place le gouvernement pour l'acte 9. Ils vont refaire la même chose. Et en fait, cette stratégie de gestion du maintien de l'ordre, etc., cette gestion répressive, en fait, elle ne fait que remettre un jeton dans le jukebox, une pièce dans le jukebox pour relancer en fait systématiquement la machine. Parce que la gestion à travers, non pas le dialogue, non pas la discussion, non pas d'essayer d'avancer des propositions, mais en essayant de réprimer le mouvement, en essayant de faire en sorte que lorsque tu veux sortir d'une nasse, tu dois jeter ton gilet jaune, tu dois le ranger, etc. etc. Lorsque ça consiste uniquement à gazer les gens, les matraquer, les empêcher de manifester, de circuler, ça ne marche pas, ça cause justement l'effet inverse. L'effet inverse. Et on peut se rendre compte qu'à travers cet acte 8, et notamment ces scènes qu'on a pu voir, ces scènes insurrectionnelles, celle du boxeur de Paris qui a affronté réellement et littéralement en fait la police. Et aujourd'hui, il y a une caisse Litchi à plus de 120 000 euros justement pour ce boxeur pour pouvoir lui payer une défense. Mais au-delà de ça, ceux qui donnent réellement, en vérité, ils donnent par soutien, parce qu'on le voit, il y en a beaucoup qui sont en train de dire c'est mon héros, bravo à lui, il a osé faire ce que nous on ne fait pas. Ça montre le caractère subversif en fait de ce mouvement des Gilets jaunes. Ça montre à quel point en fait le mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, le 24, les gens applaudissaient la police. Lorsque les policiers ont enlevé leur casque, même quand ils descendaient de camion, les gens applaudissaient. Lorsque y a des policiers qui ont fait un peu masquer quelques vidéos en disant on est avec vous, on vous soutient, les Français, etc., défendez-vous, machin, les gens applaudissaient la police, ils applaudissaient les CRS. Ils disaient la police avec nous, la police avec nous. Et on voit à quel point en fait la manière de réprimer, la manière en fait de mettre une tension policière perpétuellement sur ce mouvement plutôt que d'essayer de jouer le rôle politique, de ramener les choses sur la politique et le débat, sur la discussion, sur voir qu'est-ce qu'on avance, est-ce qu'on entend les revendications ou pas. Et quand on n'écoute pas les revendications, quand on les snob, on les méprise, on traite les gens d'agitateurs, de foules haineuses, de séditieux, etc. Et ben ça cause l'effet inverse. Et au final, on a des gens qui avant applaudissaient la police, et ben maintenant, ils mettent une pièce de 2 euros dans Litchi pour dire moi je te soutiens. Et quand on soutient le boxeur, faut pas se mentir, on soutient l'affrontement aux institutions de l'État. C'est une réalité, c'est une réalité. On peut le nier, la question n'est pas de dire bien, mal, pipi, caca, mais c'est de comprendre que c'est ça ce qui est en train de se passer. Lorsque on rentre un chariot élévateur, on enfonce la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, ce n'est pas Édouard Philippe, ce n'est pas Macron, mais Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement. Et lorsqu'on enfonce avec un chariot élévateur la porte d'un ministère, on affronte le gouvernement et les gens applaudissaient. Donc on ne peut pas dire c'est de l'extrême droite, c'est de l'extrême gauche. Non, on regarde les images, il y a des gilets jaunes, il y a des familles, il y a des personnes lambda. Enfin moi, je suis parti sur Paris samedi. Je suis désolé, on regarde même les lives, que ça soit sur Révolution Permanente, sur Brut ou ailleurs. Je suis désolé, on voit des patrons, des petits patrons, des maires isolés, etc. avec une radicalité. Ils sont en train de dire on fait la révolution, on est en train de changer le système politique, on est en train de l'affronter. Parce que c'est ça la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Et je disais, il y a une phrase d'Alain Duhamel, qui est un éditorialiste assez connu, reconnu. Ça fait 40 ans qu'il analyse la situation politique dans le pays et les différents gouvernements. Il a dit que justement Macron, à travers à travers sa campagne présidentielle sur le dégagisme, sur le truc du nouveau monde qui vient, nous on va changer les élites, les technocrates, etc., qui commençait même, rappelez-vous, le jour de son intronisation à l'Élysée, il avait même trié et refusé des médias d'entrée pour justement l'interview. Enfin, il y avait un caractère comme ça. Il a dit, Alain Duhamel, il a dit que Emmanuel Macron a justement contribué à ce truc de dégagisme, et aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'il s'étonne justement que les gens pratiquent la même chose, c'est-à-dire l'affrontent et veulent le dégager, et les gens crient Macron démission. S'il y a bien un mot d'ordre qui rassemble tout le monde, la totalité du mouvement des Gilets jaunes et la totalité du soutien des Gilets jaunes, c'est le Macron démission.
les gens ne lâcheront pas sur ça. Les gens ne lâcheront pas sur ça. Et c'est une réalité. Donc voilà ce mouvement des Gilets jaunes. Et rien que pour vous dire le caractère subversif profond et le caractère pré-révolutionnaire de la situation, hein, parce qu'on n'enfonce pas, enfin je sais pas, c'est pas commun d'enfoncer un chariot élévateur dans la porte d'un gouvernement, brûler une préfecture au Puy-en-Velay, affronter la police, etc., etc. Enfin c'est pas commun, c'est une situation pré-révolutionnaire. Et pour vous donner un exemple, moi j'avais vécu le 14 juin 2016. La manifestation contre la loi El Khomri, on était à environ entre 800 000 et 1 million sur Paris. Hein. Pour vous donner une image du nombre de monde qu'il y avait ce jour-là, à 19h, j'avais des amis qui décollaient à peine de Place d'Italie en direction de la place des Invalides. Il faut regarder sur Paris, vous regardez, c'est pas la porte à côté. À 19h, ils décollaient à peine pour vous dire tellement le monde qu'il y avait devant eux pour pouvoir dégager les lieux au fur et à mesure. 19h, ils ont fini la manifestation à 21h30. Pour vous dire le monde qu'il y avait. Cette manifestation du 14 juin, c'est ce fameux jour des bris de glace sur l'hôpital Necker où il y a eu 3-4 bris de glace sur les vitres de l'hôpital. Mais on est passé pour des nazillons. On était les suppôts de Satan, on était des terroristes. Faut savoir qu'on nous a punis derrière. On n'avait plus le droit de manifester. La manif suivante, c'était bassin de l'Arsenal à Bastille. On devait tourner en rond, quadriller, on devait ouvrir nos sacs, etc., etc. C'est pour vous montrer le caractère de radicalité, le caractère subversif profond de ce mouvement. Où des gens ils foncent avec un chariot élévateur. Ils revont sur les Champs-Élysées. Le lendemain, il y avait la manif des femmes gilets jaunes. Justement, sur Paris encore, ils ne lâchent rien. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et ça vous montre à quel point que le fait que même un gouvernement, il ne puisse pas dire grand-chose. On voit, il y a un sondage même du Figaro. Le Figaro, c'est pas l'extrême gauche qui généralement lit le journal et encore plus qui répond au sondage du Figaro. Eh ben, dans le Figaro, il y a un sondage à plus de 40 000 personnes qui donne encore 60% de crédit en expliquant justement est-ce que vous êtes vous soutenez encore le mouvement des Gilets jaunes à travers ces violences. Eh ben, il y a 60% des gens qui disent oui, Donc c'est ça la réalité. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour la caisse litchi, pour le boxeur. Enfin, ça montre à quel point il va être difficile et que la marge de manœuvre pour le gouvernement de pouvoir réprimer encore plus durement le mouvement, ça va être difficile. Ils sont tétanisés à l'idée de se dire que demain, il y ait un mort des mains de la police dans le camp des Gilets jaunes. C'est la pire des choses qui pourrait arriver. C'est pour ça qui sont obligés de retenir les coups et d'être à bonne distance. Mais s'ils retiennent les coups et ils sont à bonne distance, ils perdent encore plus de terrain et de terrain. Et au final, c'est le gouvernement qui a acculé parce que d'un côté, il y a la fatigue des forces de l'ordre, il y a la pression du mouvement des Gilets jaunes et derrière, c'est tout le monde qui commence à dire à un moment donné, ce gouvernement-là, on sait pas, on comprend pas ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça la réalité de ce qui est en train de se passer et l'acte 9 va être encore plus important et il va y avoir encore plus de choses qui vont se passer au fur et à mesure que le temps passe. Et bien malin, celui qui saura comment va terminer ce mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, il n'a pas dit son dernier mot et ça, c'est une réalité. Maintenant, j'avais envie de passer aux limites du mouvement, les limites que je suis en train de voir au niveau de ce mouvement-là. Pour moi, très rapidement, il y a deux limites que je pointe. La première limite, elle est revendicative. Et la deuxième, elle est au niveau de la structuration. La première, sur la question des revendications. Autant au début, les revendications, elles étaient claires. Autant aujourd'hui, elles sont de moins en moins inaudibles. Parce que déjà, beaucoup de personnes sont sur le RIC. Moi, je pense que le RIC, au niveau des revendications institutionnelles, politiques, c'est-à-dire de remise en cause de la 5e République, de comment le gouvernement, en fait, il a les pleins pouvoirs, etc. Je pense qu'il va falloir commencer à proposer des revendications qui soient directes, c'est-à-dire des revendications partielles, mais directes, type révocation des élus. On veut la révocation des élus, on veut la limite de salaire d'un député, on veut qu'un député ne touche pas plus que le salaire moyen d'un ouvrier. Et ça leur permettra peut-être d'augmenter les salaires et d'éviter d'aller donner des milliards de CICE. Par exemple, c'est des revendications partielles, mais qui sont des revendications de classe et qui sont audibles, qui sont claires. Il n'y a pas besoin d'aller débattre pendant 3 mois dans des mairies, dans quoi que ce soit. Si on mène ces revendications
de front directement en disant nous on veut la révocation des élus, on veut que le salaire à minima des députés, etc., des parlementaires, il soit au niveau du salaire moyen. Et on le voit, hein, par exemple, ça c'est fantastique, Chantal Joanneau qui s'occupe, enfin je sais même pas de quoi elle va s'occuper en réalité, mais bon, qui est là au niveau de l'organisation du fameux débat de 3 mois, elle va toucher 14 700 € par mois. Mais qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est pas une indignité et du mépris? C'est-à-dire qu'un mouvement qui dit on veut de la justice fiscale, de la justice sociale, on en a marre des élites, on en a marre de ceux qui se gavent avec nos impôts, et ben on va quand même donner 14 700 € par mois à Chantal Joanneau. Ça montre à quel point qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi ça choque. Qu'est-ce que ça vous fait qu'elle touche 14 700? L'essentiel, c'est que le débat, il se passe bien. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Dans leur tête, ils sont là, la politique, c'est pour faire de l'argent, c'est pour prendre de l'argent. Et l'argent, ils le prennent d'où? Ils le prennent de l'impôt du contribuable. Ils le prennent de nos salaires. C'est ça, la réalité. Et c'est de ces revendications, il va falloir, en plus du RIC, il va falloir commencer à lancer des revendications partielles et offensives sur la remise en cause des élus, du salaire qu'ils touchent, et puis également lorsque ils magouillent, lorsque ceci, cela, qu'ils puissent être révoqués, lorsqu'ils ne suivent pas leur mandat, lorsqu'ils ne respectent pas la parole des gens, qu'ils puissent être révoqués. La deuxième chose, c'est les revendications au niveau du pouvoir d'achat, de la justice sociale. Enfin, sur ces revendications-là, il va falloir clairement qu'il y ait des revendications de classe et des revendications qui insistent et qui réclament la hausse des salaires généralisés, la hausse du SMIC, mais la hausse des salaires généralisés, la hausse des pensions de retraite, la hausse des indemnités d'invalidité pour les personnes handicapées, etc., etc. Il va falloir qu'il y ait des revendications de classe, de demander Clairement, on veut des hausses de salaire. On n'est pas que pour le pouvoir d'achat, on est pour les salaires. On est pour augmenter les salaires, les minima sociaux, etc., etc. Il va falloir que ça apparaisse parce que ça n'apparaît pas assez. On ne peut pas uniquement dire ils sont pour le pouvoir d'achat. Il faut donner des revendications concrètes pour que justement ce pouvoir d'achat, même si c'est un terme que je déteste, je vous dis réellement le pouvoir d'achat, de me donner l'impression que le seul pouvoir qu'on a, c'est celui de consommer et d'acheter, c'est insupportable pour moi. Mais le terme, il est celui-là, on va le prendre. Mais pour pouvoir augmenter justement notre pouvoir de mieux vivre, d'aller au théâtre, de mettre les enfants au sport, etc., il va falloir que les salaires augmentent. Il va falloir que les salaires augmentent. Il va falloir que le chômage aussi baisse. Et la différence, c'est que Macron, il est en train justement de mettre des réformes contre les chômeurs, contre le fait que quand tu es au chômage et qu'avant tu touchais 2 000 €, si on te propose un nouveau boulot au SMIC, si tu le refuses, tu vas être radié pendant 1, 2, 3 ou 4 mois. C'est ça la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc va falloir le dénoncer, va falloir réclamer des revendications de classe. Et je comprends aussi certains petits patrons, parce qu'ils sont nombreux aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes, des travailleuses libérales, type aides-soignantes, coiffeuses, etc. à domicile. Enfin, je suis désolé, mais un petit patron qui ne touche même pas le SMIC, c'est pas un patron, c'est pas ça un patron. Qu'est-ce qu'un patron qui touche le SMIC à côté de Bernard Arnault, de la famille Mullier? Bernard Arnault, il fait 25 milliards cette année en 2018. 25 milliards de richesses supplémentaires. Le gars n'a jamais mis un rouleau de scotch sur un carton, il n'a jamais conduit un Renault Trafic pour faire une livraison. Il touche 25 milliards de l'exploitation de ses salariés. Ils essayent de nous faire croire qu'il fait vivre 50 000, 100 000 familles. C'est les 50 000 et les 100 000 familles qui le font vivre. Parce que je vous donne un exemple. Enlevez Bernard Arnault de toutes ces entreprises. Est-ce que les entreprises vont continuer à tourner? Tout le monde dira oui. Enlever la totalité des salariés des entreprises et laisser que Bernard Arnault, est-ce que les entreprises vont continuer à tourner? Non. C'est les 50 000 ou les 100 000 familles, je ne sais pas combien il y a de salariés dans le groupe LVMH, c'est ces familles-là qui font, et c'est ces salariés-là qui font vivre Bernard Arnault. C'est ça le patronat, c'est celui qui exploite justement les prolétaires, les travailleurs, ceux qui n'ont uniquement leur force de travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins, qui peuvent uniquement avoir un salaire pour pouvoir manger, sinon ils ne sont pas rentiers, ils n'ont pas hérité, ils n'ont pas des privilèges, enfin voilà quoi, ils n'héritent pas des choses, ils n'ont pas des appartements partout qui leur rapportent un loyer, enfin voilà, c'est ça la classe ouvrière, c'est ça le prolétariat.
Et donc, on n'a pas à galvauder en fait des revendications de classe qui attaquent réellement le capitalisme dans ses fondements, le néolibéralisme, ceux qui précarisent les travailleurs dans leur ensemble, ceux qui sont uniquement pour pouvoir se gaver, récupérer du CICE, récupérer des bénéfices, etc., reverser des dividendes aux actionnaires. On n'a pas à leur laisser de l'espace. Et pour l'instant, aujourd'hui, ils sont quand même pas mal tranquilles parce qu'il n'y a pas de revendications qui les mettent réellement en danger. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'il va falloir mixer les revendications, qu'elles soient par rapport aux institutions, c'est-à-dire le RIC, mais aussi des revendications de classe. Et enfin, la dernière chose, c'est concernant la structuration. Il va falloir réellement, et on le voit parce que ce mouvement, il y en a de plus en plus. Enfin, on a pu voir à Marseille, ils ont essayé de lancer un mouvement. On voit Jacqueline Moureau, mais elle qui a été dégagée depuis longtemps, qui maintenant lance un parti. Enfin voilà, il y a les Gilets jaunes libres, les machins, les Benjamin Cauchon. Enfin voilà, à un moment donné, il y a des leaders un peu naturels qui sont Priscilla Ludowski, Éric Drouet et Maxime Nicole, alias Flyrider. Ils sont leaders un peu à travers l'ancienneté, on va dire. C'est eux qui font partie un peu du début du mouvement des Gilets jaunes. Mais ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ils sont élus par aucune assemblée, par aucun comité de Gilets jaunes, enfin, etc. etc. Mais comme on dit, la politique a horreur du vide. Et pendant il y a un vide, ce vide-là, il est occupé indirectement par l'équipe de Éric Drouet. Là, le problème n'est pas de mettre Éric Drouet comme leader ou pas. La question est... On ne veut pas de représentativité à l'extérieur, c'est-à-dire apolitique, asyndicale, ça tout le monde l'a compris, mais il y a aussi la problématique de ne pas vouloir de représentativité en interne. Moi, je suis pour que le mouvement des Gilets jaunes, il se structure réellement à travers des comités de Gilets jaunes. Il va falloir que des comités de Gilets jaunes, ils décident et ils organisent les actions, les décisions, les revendications, qu'ils fassent remonter des cahiers revendicatifs, mais qu'ils élisent aussi une sorte, à travers une assemblée générale de Gilets jaunes, dans un comité, je sais pas moi, la ville de Soissons, le comité Gilets jaunes de Soissons, ils nomment Arthur et machin qui vont être représentants de ce qui s'est dit dans l'assemblée générale de Soissons. Il va falloir qu'il y ait une coordination des Gilets jaunes pour décider du futur parce que sinon, ça va partir, chacun va raconter sa salade et au final, c'est de moins en moins inaudible. Et c'est ça le danger. Donc, il va falloir le structurer de plus en plus. Il va falloir que ça soit un mouvement auto-organisé. Et la seule, et pour craindre, justement pour éviter de se faire trahir, parce que c'est ça qu'on comprend, c'est-à-dire le fait de se faire trahir par des gens qui vont aller porter une parole qui n'est... Il faut aussi voter un sorte de règlement intérieur du comité, c'est-à-dire la révocation des personnes lorsqu'elles ne représentent pas bien le comité Gilets jaunes. Lorsque ce qui a été porté n'est pas ce qui a été dit dans l'Assemblée générale, il faut qu'il y ait même une rotation en fait des représentants pour pouvoir éviter en fait que des personnes s'approprient le leadership du truc et commencent à parler en leur nom plutôt qu'au nom du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est pour moi ces deux points-là qui sont importants, celle de revendication et celle de la structuration. Et moi je vous assure que lorsqu'on est structuré, lorsqu'on a un cahier revendicatif clair et net et qu'on se mobilise comme ça les samedis, la semaine, etc., il n'y a personne qui peut arrêter ce mouvement-là. Si ce mouvement il se structure et qui crée une coordination du mouvement des Gilets jaunes qui décide des actions et pas du truc de vas-y à 9h du matin, on ne sait pas qui va t'envoyer un mail sur quelle page Facebook pour te dire c'est à tel endroit. Parce que ça, c'est quand même un peu étonnant. On ne sait même pas des fois qui appelle qui. Et c'est un peu la cohue partout. Chacun dit, ah mais ouais, ils ont dit là-bas, non, ils ont dit à mon... Non, mais là, lui, il a 40 000, l'autre, il a 10 000, l'autre, il a 5 000, l'autre, là... À un moment donné, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une coordination qui décide et qui donne les actions et qui donne les revendications claires et nettes du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est comme ça que le mouvement, il tiendra. C'est comme ça que le mouvement il tiendra et qu'il fera respecter justement les revendications de la base et gérera les actions, les propositions qui émaneront de la base. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un peu, voilà quoi, celui qui a un peu la plus grande gueule qui commence à donner des idées et puis au final, on suit un peu la plus grande gueule. C'est ça le problème, voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Salut, ciao.